En octobre 1878, dans le village isolé de Greywick, niché au cœur des landes embrumées du Yorkshire, un événement se produisit qui allait remettre en question tout ce que le corps médical victorien croyait savoir sur la nature du sommeil, de la mort et des frontières entre les vivants et les défunts. Voici l'histoire consignée dans les journaux méticuleux du docteur Edmund Blackthorne, un médecin respecté dont les observations détaillées sur Thomas Hartwell, âgé de 12 ans, allaient devenir l'un des cas les plus troublants et inexplicables de l'histoire médicale. Ce que le docteur Blackthorne découvrit au sujet des visions nocturnes du garçon défiait non seulement la compréhension scientifique, mais les fondements mêmes de la réalité, le forçant à affronter la terrifiante possibilité que la mort ne soit pas la frontière absolue qu'il avait toujours crue. Mais avant de plonger dans ce cauchemar, laissez un commentaire en bas et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes nouveau ici et que vous aimez les histoires qui donnent des frissons, appuyez sur le bouton d'abonnement. Croyez-moi, vous voudrez être notifié quand le prochain sortira. Maintenant, commençons. Thomas Hartwell était, de l'avis de tous, un enfant sans histoire de 12 ans, fils aîné de William Hartwell, l'unique forgeron de Greywick, dont la famille avait servi le village depuis 3 générations, sans incident ni notoriété. Le garçon possédait la constitution robuste typique d'un fils d'artisan, avec des mains calleuses qui promettaient déjà de suivre la profession de son père, et un esprit assez vif pour l'aider dans les calculs complexes de la métallurgie et du commerce villageois. Cependant, le matin du 15 octobre 1868, la mère du jeune Thomas, Margaret Hartwell, arriva au cabinet du docteur Blackthorne dans un état de détresse considérable, portant son fils qui semblait souffrir de ce que le bon docteur diagnostiqua initialement comme de graves terreurs nocturnes. Les symptômes du garçon semblaient classiques dans leur présentation. Des agitations violentes pendant son sommeil, des marmonnements incompréhensibles et, au réveil, des souvenirs détaillés de visions nocturnes troublantes qui le laissaient tremblant et inconsolable. Le docteur Blackthorne prescrivit le traitement standard de laudanum et recommanda à la famille de maintenir un environnement domestique calme, s'attendant pleinement à ce que la condition se résolve d'elle-même en l'espace de 2 semaines, comme le faisaient généralement de telles maladies infantiles. Mais ce qui se passa ensuite fut loin d'être typique. Thomas commença à décrire, avec une précision saisissante et une clarté troublante, des conversations qu'il prétendait avoir eues pendant son sommeil avec des villageois morts depuis des années, des gens qu'il n'avait jamais rencontrés, dont il n'avait jamais entendu parler, et dont l'existence même aurait dû être inconnue d'un enfant de son âge et de sa condition sociale. Plus alarmante encore était l'exactitude de ces descriptions. Des détails que le docteur Blackthorne commença à vérifier avec une inquiétude croissante dans les registres du village, marquant le début de ce qui allait devenir la documentation la plus systématique d'un phénomène impossible dans l'histoire médicale. Le scepticisme initial du docteur Blackthorne commença à s'effriter, alors qu'il recoupa méthodiquement les révélations nocturnes de Thomas avec les registres de décès du village, conservés au registre paroissial, un processus minutieux qui révéla un schéma d'exactitude si précis qu'il défiait toute explication rationnelle. Le garçon décrivit, avec une spécificité glaçante, les dernières paroles d'Eleanor Whitmore, une vieille couturière décédée 3 ans auparavant, des mots qui n'avaient été murmurés qu'à sa fille et consignés dans aucun document officiel. Il raconta l'emplacement exact où Jacob Thornfield, un fermier péri en 1875, avait caché une cache de souverains d'or sous le plancher de sa chaumière. Un secret qui mena à la découverte des pièces exactement là où Thomas l'avait indiqué, à la grande stupéfaction de la veuve de Thornfield. Le plus troublant de tout étaient les affaires inachevées et les regrets qui se déversaient des lèvres du garçon pendant son sommeil agité. Des récits détaillés de dettes impayées,
de messages non livrés et de confessions finales qui ne pouvaient provenir que de l'esprit des défunts eux-mêmes. La formation médicale du docteur Blackthorne le contraignit à documenter chaque parole avec une rigueur scientifique, remplissant des journaux reliés en cuir d'horodatage précis, de conditions environnementales et de transcriptions mot à mot des communications nocturnes du garçon. Son écriture, d'ordinaire stable et maîtrisée, commença à montrer des signes de l'agitation croissante du médecin, alors que cas après cas s'avérait impossible à écarter ou à expliquer par la compréhension médicale conventionnelle. Reconnaissant que le phénomène dépassait le domaine de la médecine pour toucher à des questions de théologie et de surnaturel, le docteur Blackthorne consulta le révérend William Ashford, l'ecclésiastique érudit du village, dont la connaissance approfondie de la doctrine ecclésiastique et de l'exégèse biblique offrait une perspective différente sur l'état extraordinaire de Thomas. Le révérend Ashford, d'abord dédaigneux de ce qu'il considérait comme de l'hystérie médicale, devint profondément troublé après avoir assisté en personne aux épisodes nocturnes du garçon et vérifié lui-même plusieurs des révélations impossibles. Les implications théologiques étaient vertigineuses. Si Thomas communiait véritablement avec les morts, cela remettait en question les enseignements chrétiens fondamentaux sur l'au-delà, la séparation entre les vivants et les défunts, et la nature même de la providence divine. Pendant ce temps, l'état physique de Thomas se détériora rapidement, sa terreur du sommeil devenant plus prononcée à chaque nuit qui passait. La silhouette autrefois robuste du garçon devint décharnée, et ses yeux cernés, ses mains tremblant constamment d'épuisement et de peur. Des cernes sombres se creusèrent sous ses yeux, alors qu'il luttait désespérément pour rester éveillé. Consommant d'innombrables tasses de thé fort et suppliant ses parents de l'empêcher de dormir, ce sommeil qui lui amenait des visiteurs indésirables. Le docteur Blackthorne observait avec une alarme croissante que l'enfant dépérissait littéralement sous ses yeux, prise entre l'horreur impossible de ces visions nocturnes et la nécessité médicale du repos que son corps réclamait si désespérément. Dès la 3e semaine d'octobre 1878, la portée des communications nocturnes de Thomas s'était étendue bien au-delà des limites de Greywick, englobant des individus décédés des villages voisins dans un rayon que le docteur Blackthorne calcula s'étendre à près de 15 000 dans toutes les directions. Le garçon commença à décrire des conversations avec des âmes récemment parties de Thornwick, Millbrook, et même du lointain bourg de Ravens Hollow, des individus dont la mort était survenue au cours des mois précédents et dont Thomas n'aurait pu acquérir les détails personnels par des moyens conventionnels. Le processus de vérification du docteur Blackthorne devint de plus en plus complexe, car il fut contraint de se rendre dans ces localités éloignées, de consulter les registres paroissiaux et d'interroger les membres survivants de la famille qui confirmaient, avec une perplexité croissante, l'exactitude de chaque détail impossible que le garçon avait révélé. Les descriptions elles-mêmes devinrent progressivement plus troublantes et explicites dans leurs détails, allant au-delà de simples derniers mots et d'objets cachés, pour englober l'expérience même de la mort. Thomas raconta, avec une précision clinique qui horrifia le docteur Blackthorne, les sensations physiques de la noyade telles que vécues par Martha Pembridge, l'épouse d'un meunier de Thornwick tombé dans la rivière Wye lors d'une tempête d'automne. Il décrivit la progression exacte de la phtisie qui ravageait les poumons du jeune Timothy Caldwell de Millbrook, fournissant des détails médicaux sur l'avancement de la maladie qui surpassait les connaissances des médecins locaux qui avaient assisté aux dernières heures du garçon. Les plus alarmantes étaient les descriptions de morts violentes. Thomas parla avec une exactitude glaçante des derniers moments de Robert Ashworth, un marchand ambulant assassiné sur les landes entre les villages, relatant des détails du crime qui n'avaient pas encore été découverts par la police locale. Reconnaissant que le cas avait évolué bien au-delà de son expertise médicale provinciale, le docteur Blackthorne entama une correspondance avec des collègues du Collège royal des médecins à Londres,
documentant soigneusement chaque événement surnaturel, tout en maintenant l'objectivité clinique requise pour une considération scientifique. Ses lettres au Dr Cornelius Pembroke, un aliéniste respecté spécialisé dans les troubles de l'esprit, soulignaient la nature impossible de l'état de Thomas, tout en fournissant des preuves méticuleuses qui défiaient tous les principes établis de la science médicale. Les réponses du Dr Pembroke, initialement sceptiques et dédaigneuses, se muèrent progressivement en une intrigue professionnelle à mesure que le poids des preuves documentées devenait impossible à ignorer. Désespéré de soulager à la fois le garçon et sa famille de plus en plus désemparés, le docteur Blackthorne mit en œuvre une série de mesures de protection conçues pour protéger Thomas de ses visiteurs nocturnes. Il prescrivit des combinaisons de plus en plus puissantes de sédatifs et de somnifères, espérant induire un sommeil sans rêve qui pourrait bloquer les communications surnaturelles. Des amulettes en fer furent placées sous le lit du garçon sur la suggestion du révérend Ashford, suivant d'anciennes traditions censées éloigner les esprits des morts. La famille déplaça la chambre de Thomas dans différentes pièces de leur chaumière, puis dans le cabinet médical lui-même, où le docteur Blackthorne pouvait maintenir une observation constante. Chaque mesure échoua complètement, car le terrible don du garçon semblait transcender les barrières physiques, l'intervention chimique et même les limites de la terre sacrée elle-même, laissant le médecin face à la terrifiante possibilité que certaines forces en ce monde opèrent entièrement hors de portée de la science médicale ou de la protection divine. Le docteur Cornelius Pembroke arriva à Greywick le 2 novembre 1878, accompagné de 2 assistants et d'une collection des instruments médicaux les plus avancés de la science victorienne, y compris un sphygmographe récemment acquis pour mesurer les variations du pouls et un chronomètre sophistiqué capable d'enregistrer des intervalles de temps à la seconde près. Le distingué aliéniste, dont la réputation pour le traitement des troubles de l'esprit lui avait valu la reconnaissance de tout le corps médical britannique, aborda le cas de Thomas avec la rigueur méthodique qui l'avait rendu célèbre pour ses études systématiques de l'hystérie et des affections nerveuses à l'hôpital royal de Bethléem. Le docteur Pembroke établit immédiatement des protocoles d'observation contrôlés dans le cabinet du docteur Blackthorne, transformant le modeste établissement médical du village en un laboratoire de fortune équipé de graphiques détaillés pour enregistrer les conditions environnementales, les réponses physiologiques et les transcriptions mot à mot de chaque énoncé surnaturel. Les sessions contrôlées révélèrent des schémas qui étaient à la fois fascinants et profondément troublants pour les professionnels de la santé réunis. La capacité extraordinaire de Thomas se manifestait exclusivement pendant les états de sommeil ou la conscience crépusculaire qui précédait le sommeil complet, un phénomène que le docteur Pembroke documenta méticuleusement par une observation attentive des schémas respiratoires du garçon, des variations de son pouls et des mouvements oculaires sous ses paupières closes. Dès que Thomas atteignait la pleine conscience, sa connexion avec les défunts était complètement rompue, le laissant avec des souvenirs clairs de ses conversations nocturnes, mais aucune capacité à communiquer avec les morts à l'état de veille. Le docteur Pembroke émit l'hypothèse que le cerveau du garçon pourrait accéder à une voie neurologique inconnue pendant les états de sommeil, peut-être liée au phénomène récemment découvert de l'activité électrique dans les tissus nerveux. Bien qu'il admît en privé au docteur Blackthorne qu'aucune littérature médicale existante ne contenait ne serait-ce qu'un précédent théorique pour de telles capacités. Les tentatives médicales pour expliquer le phénomène allaient de théories sur une mémoire inconsciente collective à des suggestions de sensibilité télépathique accrue pendant des états de conscience modifiés, mais chaque hypothèse s'effondrait face à la spécificité et à la vérifiabilité des connaissances impossibles de Thomas. L'assistant du docteur Pembroke, le docteur Harold Whitfield, proposa que le garçon pourrait accéder à des impressions psychiques résiduelles laissées par les défunts,
une théorie que les deux médecins trouvaient scientifiquement intenable, mais impossible à écarter complètement face à l'accumulation de preuves. Alors que l'enquête médicale s'intensifiait, l'état psychologique de Thomas se détériora de façon spectaculaire, sa terreur du sommeil atteignant des niveaux pathologiques qui menaçaient sa survie même. Le garçon commença à consommer des quantités dangereuses de café et de thé fort dans des tentatives désespérées de maintenir sa conscience, ses mains tremblant violemment à la fois d'empoisonnement à la caféine et d'épuisement. Il supplia les médecins de trouver des moyens de lui retirer son terrible don, plaidant en larmes pour qu'ils fassent en sorte que les morts le laissent tranquille, sa jeune voix se brisant, alors qu'il décrivait la foule grandissante d'âmes défuntes qui se rassemblaient autour de son lit chaque nuit, toutes réclamant son attention, toutes cherchant à délivrer leur dernier message au monde des vivants. La correspondance du révérend William Ashford avec l'évêque du Yorkshire et les autorités ecclésiastiques de Canterbury révéla la profonde crise théologique que le cas de Thomas présentait aux doctrines établies de l'Église d'Angleterre, remettant en question les croyances fondamentales sur l'au-delà, la providence divine et la frontière sacrée entre les vivants et les morts, qui étaient restées inviolées depuis les temps bibliques. La première lettre du révérend, datée du 5 novembre 1878, documentait méticuleusement les communications surnaturelles, tout en demandant conseil de toute urgence à des érudits de l'Église versés dans les questions de discernement spirituel et d'interprétation biblique. La réponse de l'évêque Edmund Hartley fut rapide et profondément troublante. Aucun précédent n'existait dans la théologie chrétienne pour une communication aussi directe et soutenue entre un enfant vivant et de multiples âmes défuntes, en particulier des communications fournissant des informations vérifiables inconnues de toute personne vivante. Les implications théologiques étaient vertigineuses par leur portée et troublantes par leurs conséquences potentielles sur la compréhension chrétienne de la mort et du jugement. Si Thomas communiait véritablement avec les morts, cela suggérait soit que les âmes restaient liées à la terre plutôt que de recevoir leur récompense ou leur châtiment éternel, soit que l'ordre divin lui-même permettait une intervention surnaturelle sans précédent dans le monde naturel. Les érudits de l'Église débattirent pour savoir si le don du garçon représentait une révélation divine, une influence démoniaque ou un phénomène spirituel entièrement inconnu qui existait en dehors du cadre religieux établi, tandis que le révérend Ashford se retrouvait pris entre son devoir envers sa congrégation et sa conviction croissante que les capacités de Thomas étaient d'origine véritablement surnaturelle. Le village de Greywick devint de plus en plus divisé entre ceux qui acceptaient l'approche médicale du docteur Blackthorne et ceux qui croyaient que l'état du garçon représentait soit une bénédiction divine, soit une possession diabolique. Les familles qui avaient reçu des messages de leurs proches décédés par le biais des communications nocturnes de Thomas le considéraient comme un canal béni vers l'au-delà, tandis que d'autres chuchotaient des histoires de sorcellerie et exigeaient son expulsion pure et simple du village. Le forgeron William Hartwell et sa femme Margaret se retrouvèrent ostracisés par des voisins qui craignaient que la présence de leur fils n'attire des visites surnaturelles dans leur propre maison, leur commerce autrefois prospère souffrant, car les clients cherchaient des services ailleurs, plutôt que de risquer une exposition au terrible don du garçon. Le désespoir de la famille de Thomas atteignit un niveau critique, alors que l'état physique et mental de leur fils continuait son déclin inexorable, leurs économies épuisées par les consultations médicales et leur statut social détruit par le stigmate surnaturel attaché à leur foyer. Il fut interdit aux jeunes frères et sœurs du garçon de jouer avec les enfants du village, et les demandes d'aide de Margaret Hartwell aux femmes voisines furent accueillies par des refus craintifs et des portes hâtivement fermées. Mais ce qui rendait la situation encore plus troublante fut le nouveau développement de Thomas. Le 12 novembre 1878,
le garçon commença à décrire des conversations avec des individus encore en vie, prédisant leur mort avec la même exactitude terrifiante qu'il avait démontrée en communiquant avec ceux déjà décédés. Sa première prédiction concernait la vieille Madame Abigail Thornbridge, qu'il décrivit comme parlant de sa mort imminente d'une crise cardiaque dans les 3 jours. Madame Thornbridge mourut exactement comme Thomas l'avait prédit. Ces derniers mots correspondant précisément à ceux qu'il avait prétendu qu'elle prononcerait. L'impossible était devenu prophétique, et le garçon qui communiait avec les morts était devenu un oracle de la mort elle-même. Dans la nuit du 18 novembre 1878, Thomas Hartwell livra la révélation la plus troublante de la documentation déjà considérable du docteur Blackthorne, décrivant avec des détails horrifiants une fosse commune contenant des dizaines de victimes de la peste enterrées à la hâte sous les fondations mêmes de l'église Sainte Mary lors de la grande mortalité de 1665, plus de 2 siècles avant la naissance du garçon. Les paroles nocturnes de l'enfant, enregistrées mot à mot par l'assistant du docteur Pembroke, parlaient d'hommes, de femmes et d'enfants morts dans l'agonie lors de l'épidémie de peste bubonique qui avait dévasté la région, leurs corps inhumés en terre non consacrée lorsque le prêtre du village lui-même avait succombé à la maladie et qu'aucune sépulture chrétienne convenable ne pouvait être célébrée. Thomas décrivit la configuration exacte de la fosse, la disposition des cadavres enveloppés dans des linges imbibés de peste et, plus troublant encore, les noms et les dernières paroles d'individus dont l'existence même avait été effacée des registres paroissiaux officiels. La résistance initiale du révérend Ashford à l'idée d'excaver sous le sol sacré de l'église s'effondra lorsque Thomas fournit des détails architecturaux sur la construction du bâtiment qui correspondaient parfaitement aux archives diocésaines scellées du XVIIe siècle, des documents qui n'avaient jamais été accessibles aux habitants du village et certainement pas à un fils de forgeron de 12 ans. L'enquête archéologique, menée sous la supervision du docteur Pembroke et en présence des autorités du village, mit au jour exactement ce que Thomas avait décrit. Une fosse commune contenant les restes de 43 individus, leurs os portant les lésions distinctives caractéristiques des victimes de la peste bubonique, leur disposition squelettique correspondant précisément à la connaissance impossible du garçon. Parmi les restes, les enquêteurs découvrirent des effets personnels qui apportèrent une vérification supplémentaire des communications surnaturelles de Thomas. Un médaillon en argent contenant un portrait miniature qui correspondait à sa description de Marie, la fille du boulanger. Un bouton en laiton d'un uniforme militaire appartenant au capitaine Aldrich qui a combattu les Français et, le plus choquant de tout, une collection de lettres personnelles écrites en latin qui détaillaient les derniers jours de l'épidémie de peste exactement comme Thomas les avait racontés lors de ses épisodes nocturnes. L'évaluation médicale finale du docteur Blackthorne, achevée quelques heures seulement avant la mystérieuse disparition de Thomas, conclut qu'aucune condition médicale connue ne pouvait expliquer les capacités du garçon et que les preuves accumulées suggéraient des phénomènes surnaturels dépassant le cadre de la compréhension scientifique contemporaine. Les notes privées du médecin, découvertes des années plus tard, révélaient sa conviction croissante que Thomas était en quelque sorte devenu un canal pour les voix collectives des morts, en particulier ceux qui étaient morts de manière traumatisante ou sans préparation spirituelle adéquate. Mais la révélation qui changea tout dans cette affaire fut l'observation finale du docteur Blackthorne. Thomas n'avait pas simplement communiqué avec des individus décédés au hasard, mais spécifiquement avec ceux qui étaient morts dans des états de détresse spirituelle, des âmes restées liées à la terre en raison des circonstances traumatisantes de leur mort, et la fosse commune sous l'église avait servi de point focal surnaturel qui amplifiait le terrible don du garçon au-delà de toute limite naturelle. Le matin du 30 novembre
1878, William Hartwell découvrit que son fils Thomas avait disparu de sa chambre verrouillée, une pièce que le docteur Blackthorne avait personnellement sécurisée la veille au soir avec de lourds verrous en fer installés à ses propres frais pour empêcher les épisodes de somnambulisme de plus en plus fréquents du garçon. La porte était restée verrouillée de l'extérieur exactement comme le médecin l'avait laissée, la clé toujours en possession du docteur Blackthorne, tandis que l'unique fenêtre de la pièce ne montrait aucun signe d'effraction et restait fermée de l'intérieur. La literie du garçon était intacte, encore chaude au toucher, comme si Thomas s'était simplement dissous dans l'air matinal, sans mouvement physique ni lutte. Les recherches villageoises mobilisèrent tous les hommes valides dans un rayon de 10 000. Avec des équipes fouillant les landes environnantes, les bâtiments abandonnés, et même les fondations de l'église récemment excavées où les victimes de la peste avaient été découvertes. Le docteur Pembroke organisa des recherches systématiques en quadrillage, tandis que le révérend Ashford menait des veillées de prière, mais à mesure que les heures se transformaient en jours, l'espoir initial de retrouver Thomas vivant se mua progressivement en une sombre acceptation qu'une chose terrible était arrivée au garçon. La panique au village atteignit son paroxysme alors que des rumeurs se propageaient selon lesquelles le don surnaturel de Thomas l'avait finalement réclamé, soit par possession démoniaque, soit par jugement divin pour sa communion contre nature avec les morts. Les dernières entrées du journal du docteur Blackthorne, rédigées pendant la période des recherches, révélaient un homme dont la rationalité scientifique avait été brisée par des mois d'observations impossibles, son écriture de plus en plus erratique, alors qu'il documentait sa conviction croissante que Thomas avait été enlevé par les forces mêmes dont il avait été le canal involontaire. La dernière entrée du médecin, datée du 2 décembre 1878, exprimait sa terrible certitude que la disparition du garçon était liée au phénomène surnaturel qui l'avait tourmenté depuis octobre, et qu'il ne retrouverait Thomas que lorsque les morts eux-mêmes choisiraient de le libérer. Le 3 décembre 1878, les chercheurs découvrirent le corps de Thomas au centre de la fosse commune, sous l'église Saint Mary, positionné exactement parmi les victimes de la peste, comme s'il y avait été enterré depuis des siècles plutôt que quelques jours. Le cadavre du garçon ne montrait aucun signe de décomposition malgré l'exposition à la terre humide et au froid de l'hiver, son visage arborant une expression de paix profonde qui contrastait vivement avec la terreur qu'il avait manifestée durant ses dernières semaines de vie. Le plus troublant de tout était l'absence totale de toute preuve expliquant comment Thomas avait atteint le site funéraire. Aucune terre remuée, aucune empreinte de pas, aucune indication physique que quiconque ait déplacé les lourdes dalles de pierre recouvrant l'excavation. Les conclusions de l'autopsie du docteur Pembroke défiaient tous les principes de la science médicale, révélant que Thomas n'était pas mort d'une blessure externe ou d'une maladie interne, mais de ce que le médecin ne pouvait décrire que comme une cessation complète de toutes les fonctions corporelles sans cause apparente. Les organes du garçon ne montraient aucun signe de maladie, de poison ou de traumatisme. Pourtant son cœur, ses poumons et son cerveau avaient simplement cessé de fonctionner simultanément, comme si la vie elle-même avait quitté son corps par des moyens purement surnaturels, laissant derrière elle un mystère médical qui hanterait le docteur Blackthorne jusqu'à sa propre mort des décennies plus tard. Le certificat de décès officiel, déposé auprès des autorités du comté de Yorkshire, indiquait comme cause de la mort de Thomas Hartwell une insuffisance cardiaque aiguë suite à un épuisement nerveux prolongé. Un diagnostic délibérément banal qui ne ressemblait en rien aux circonstances impossibles que le docteur Blackthorne avait méticuleusement documentées au cours des mois précédents. Le rapport d'autopsie officiel du docteur Pembroke, soumis au Collège royal des médecins,
omite entièrement les éléments surnaturels de l'affaire, se concentrant plutôt sur la détérioration physique du garçon et présentant sa mort comme une conséquence tragique mais explicable d'une grave privation de sommeil et d'une hystérie infantile. Cependant, les journaux médicaux privés du docteur Blackthorne, écrits dans un code de sa propre invention, préservèrent chaque détail impossible des communications surnaturelles de Thomas, créant un registre parallèle qui racontait la véritable histoire des événements qui s'étaient déroulés à Greywick. La suppression de l'affaire se fit rapidement et systématiquement, orchestrée à la fois par les autorités médicales et ecclésiastiques qui reconnurent le potentiel de panique publique et de dommages institutionnels si l'histoire de Thomas devenait largement connue. L'évêque du Yorkshire donna des instructions strictes au révérend Ashford concernant la version officielle des événements, tandis que le Collège royal des médecins découragea discrètement toute publication ou discussion des éléments surnaturels observés par leurs représentants. Les notes de recherche du docteur Pembroke furent classées dans les archives restreintes du collège, accessibles uniquement aux membres seniors et effectivement enfouies sous des couches de bureaucratie institutionnelle conçues pour empêcher l'examen public. Le docteur Blackthorne, cependant, refusa de laisser la vérité disparaître entièrement, préservant secrètement sa documentation complète dans des boîtes spécialement conçues et doublées de plomb, qu'il scella et déposa auprès d'un collègue de confiance à Édimbourg, s'assurant que les générations futures pourraient accéder aux preuves lorsque la compréhension scientifique aurait suffisamment progressé pour comprendre ce qui s'était passé à Greywick. La carrière ultérieure du médecin fut marquée par ses recherches obsessionnelles sur des phénomènes surnaturels similaires, alors qu'il parcourait l'Angleterre pour enquêter sur des rapports d'enfants dotés de capacités inhabituelles liées à la mort, bien qu'aucun ne corresponde à la portée extraordinaire du cas de Thomas. Entre 1879 et 1895, le docteur Blackthorne documenta 17 cas supplémentaires à travers l'Angleterre impliquant des enfants qui démontraient une connaissance impossible d'individus décédés, bien que la plupart fussent des incidents isolés plutôt que la communication surnaturelle soutenue qui avait caractérisé l'état de Thomas. Ces cas, consignés dans la correspondance privée du médecin avec des collègues sélectionnés, révélèrent un schéma suggérant que l'expérience de Thomas n'était pas entièrement unique, mais faisait plutôt partie d'un phénomène surnaturel plus large qui se manifestait occasionnellement chez des enfants de tranches d'âge et de tempéraments spécifiques, en particulier ceux qui avaient subi un traumatisme ou vivaient dans des lieux ayant un historique de mort violente, créant un réseau caché de cas impossibles qui défiait les fondements mêmes de la compréhension scientifique et religieuse victorienne. La documentation scellée du cas de Thomas Hartwell resta cachée dans les archives de l'école de médecine de l'université d'Édimbourg jusqu'en 1987, lorsque des travaux de rénovation dans les zones de stockage du sous-sol menèrent à la découverte des boîtes doublées de plomb du docteur Blackthorne, leur contenu préservé dans un état remarquable après plus d'un siècle de dissimulation délibérée. La révélation des registres méticuleux du médecin provoqua une onde de choc au sein des communautés de recherche médicale et parapsychologique, fournissant la première documentation complète d'une communication surnaturelle soutenue qui répondait à des normes rigoureuses d'observation et de vérification scientifique. Des neurologues et psychiatres modernes ont proposé diverses théories pour expliquer les capacités extraordinaires de Thomas, allant de formes rares d'épilepsie du lobe temporal qui pourraient théoriquement accéder à des schémas de mémoire génétique, à des théories de la conscience quantique suggérant que certains individus pourraient puiser dans des champs d'information non locaux qui persistent après la mort, bien qu'aucune de ces explications ne rende compte de manière adéquate de l'exactitude vérifiée de la connaissance impossible du garçon.
La littérature médicale contemporaine a documenté des dizaines de cas similaires dans le monde entier impliquant des enfants qui démontrent une connaissance inexplicable d'individus décédés, bien que la plupart manquent de la documentation systématique qui rend le cas de Thomas si convaincant pour les chercheurs sérieux. L'affaire Hartwell, comme elle est désormais connue dans les cercles parapsychologiques, a inspiré des études en cours dans plusieurs universités prestigieuses, où les chercheurs continuent d'enquêter sur les frontières entre la conscience, la mort et le transfert d'informations qui transcendent la compréhension conventionnelle de la fonction neuronale et de la perception sensorielle. Le village de Greywick lui-même porte les cicatrices durables des événements de 1878. De nombreux résidents de longue date rapportant des phénomènes inhabituels dans les maisons construites près des anciennes fondations de l'église, et les registres de recensement locaux montrant un schéma persistant de familles déménageant après de brèves résidences au centre du village. L'église St. Mary fut finalement démolie en 1923, officiellement en raison d'une instabilité structurelle, bien que la tradition orale locale suggère que les associations surnaturelles du bâtiment rendaient la poursuite du culte impossible pour la congrégation traumatisée. Peut-être le plus troublant de tout est la prise de conscience que le cas de Thomas Hartwell soulève des questions fondamentales sur la nature de la conscience, de la mort, et la possibilité que la frontière entre la vie et la mort ne soit pas aussi absolue que la science moderne le suppose. La capacité documentée du garçon à communiquer avec des individus décédés spécifiques, vérifiés par des recherches historiques indépendantes, suggère qu'un aspect de la conscience humaine pourrait en effet persister après la mort physique, de manière à croiser occasionnellement le monde des vivants, remettant en question nos hypothèses les plus fondamentales sur la finalité de la mort et l'isolement des esprits individuels, nous laissant face à la terrifiante possibilité que les morts ne soient peut-être pas aussi éloignés de notre monde que nous l'espérons désespérément.